Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics. Derrière moi, il y a... Oh, attention! Derrière moi, c'est la Terre. Et tout autour, eh bien, c'est l'espace. C'est un milieu terriblement hostile à la vie humaine, mais avec toutes les avancées technologiques que l'homme réalise, on arrive de plus en plus à l'explorer. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que sur Terre, ça fait des milliers d'années qu'on y habite. On a exploré les zones les plus inhospitalières, les zones les plus arides, les sommets, les forêts les plus impénétrables et les pôles. Pourtant, personne n'a encore jamais posé le pied au fond des abysses, alors qu'il y a déjà une douzaine de personnes qui ont marché sur la Lune. La mer et l'espace ont énormément de points communs, et à la fin de cet épisode, vous saurez précisément sur quel point ils sont complémentaires. Allez, c'est parti pour un petit peu d'aventure! Puisque nous allons parler de milieux encore peu explorés, je vous propose que l'on commence avec quelques distances. À 150 mètres sous la surface de la mer, la lumière solaire est absorbée à 99%. 240 mètres, c'est la profondeur moyenne à laquelle naviguent les sous-marins. On continue de plonger jusqu'à 1000 mètres, et là, l'obscurité devient totale. Le froid est intense, et la pression de la colonne d'eau au-dessus de votre tête est juste titanesque. Ce que l'on entend là, c'est parce qu'on se trouve à la profondeur maximale où des baleines ont pu être observées. 3800 mètres de profondeur, c'est un chiffre important à retenir, car c'est la moyenne de la profondeur des océans. Si vous prenez toutes les profondeurs des mers du globe et que vous en faites une moyenne, c'est le chiffre que vous obtiendrez. Et franchement, je ne sais pas vous, mais m'imaginer nager au-dessus de presque 4 km d'eau, ça fout un peu les chocottes quand même. Et encore, ce n'est rien du tout comparé aux 11 000 mètres de profondeur de la célèbre fosse des Mariannes, point le plus profond des abysses et qui se trouve précisément ici. Côté espace, ça change un petit peu parce que face à l'immensité du vide, les dimensions prennent des proportions folles. Du coup, quelques chiffres permettent à nouveau d'y voir un petit peu plus clair. Ça peut paraître évident pour ceux qui ont déjà un pied dans le domaine de l'aérospatial, mais quand on envoie quelque chose dans l'espace, ça ne tourne pas en orbite autour de la Terre à la même distance. On distingue plusieurs orbites, mais on va s'en intéresser principalement à 3. L'orbite terrestre basse se trouve entre 300 et 1300 km de la Terre. C'est notamment sur cette orbite-là que gravite la Station Spatiale Internationale, dans laquelle a séjourné Thomas Pesquet pendant 6 mois. Plus on est en orbite proche de la Terre, et plus on va vite. Quand la Terre fait une fois un tour sur elle-même en 24 heures, la Station Spatiale Internationale a eu le temps d'en faire environ 17 fois le tour. Pour y arriver, faut tracer. La vitesse maximale jamais enregistrée de l'ISS est de 27 600 km/h. Ça doit être quand même assez dingue de voir le soleil se lever et se coucher 17 fois par jour quand on est à bord de l'ISS. Si on continue de s'éloigner de la Terre, on va arriver à l'orbite terrestre moyenne, située entre 10 000 et 25 000 km. Et je suis sûr que vous avez déjà sollicité un satellite situé sur cette orbite, car c'est à cette distance-là que sont envoyés les satellites de positionnement, servant notamment à faire fonctionner nos GPS. Enfin, si on s'éloigne encore plus de la Terre, on va arriver à une orbite un peu spéciale, située à 36 000 km, et que l'on appelle l'orbite géostationnaire. Elle a hérité de ce nom tout simplement parce que plus on est proche de la Terre et plus on tourne vite, plus on est loin, plus on tourne lentement. 36 000 km, c'est la distance exacte si vous voulez vous déplacer à la même vitesse que la Terre. Les satellites de télécommunication qui sont envoyés à cette distance peuvent donc cibler une zone précise et délimitée du globe et ne suivre qu'elle. Plutôt pratique. Pouvoir aller dans l'espace, ça a été une avancée titanesque qui nous permet depuis de mieux voir et comprendre notre propre planète. Dans un jeu de stratégie, quand vous avez le nez collé au niveau du sol, il vous est difficile de percevoir certains enjeux à grande échelle. Alors que quand vous dézoomez un peu, ça devient tout de suite plus compréhensible. Sur Terre, il se passe exactement le même phénomène. Pourtant, même avec cette avancée, il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. En noir, vous voyez sur cette carte les fonds marins que l'on connaît bien et que l'on a pu explorer et qui sont relativement bien cartographiés. En revanche, les fonds indiqués en bleu sont ceux dont on ne dispose de pas beaucoup d'informations. On dit communément que 75% des eaux profondes de notre planète sont encore inexplorées. Pour continuer sur la corrélation entre mer et espace, je vous propose de nous attarder sur la navigation. Autrefois, en plus de se baser sur la position du soleil, les marins pouvaient compter sur le ciel étoilé pour naviguer de nuit et s'orienter dans ces océans infinis. Aujourd'hui, ce qui guide les navires se trouve toujours de l'autre côté de l'atmosphère, mais cette aide à la navigation est nettement plus fiable et précise que celle d'autrefois. Le GPS dont on parlait à l'instant est l'outil principal de la marine marchande, et c'est fou de se dire que ces bateaux, situés parfois à des milliers de kilomètres des côtes, suivent en fait une route bien précise et peuvent estimer précisément leur jour et heure d'arrivée. Cette technologie s'est vite démocratisée jusque dans nos téléphones et on l'a rapidement prise pour acquis, mais je reste toujours assez impressionné par la prouesse.
Mais l'aide à la navigation et au positionnement GPS offert par les satellites mis en orbite est bien sûr un atout nécessaire pour la planification et pour la conduite d'opérations aéronavales et sous-marines. On a vu que sur une orbite particulière, on trouvait des satellites dédiés au positionnement, tandis que sur une autre, on trouvait ceux dédiés à la télécommunication. La corne de brume, le code Morse international, le sifflet, les sémaphores sont autant de moyens de communiquer ou du moins de faire passer des messages quand aucune autre communication n'était alors possible. Aujourd'hui, toute une flopée de systèmes de communication existe pour transmettre des informations sur la sécurité et sur la gestion des flottes, que ce soit de navire à navire ou bien avec des stations côtières. Finalement, grâce à l'espace, on peut se localiser en mer, communiquer et s'échanger des informations que l'on a obtenues grâce à la cartographie. Observer la Terre depuis l'espace permet de sortir énormément de données scientifiques et vous allez voir que ça peut aller vraiment loin. D'un point de vue topographique, les satellites permettent de détecter les récifs en eau peu profonde et permettent d'estimer la profondeur des océans. Encore une fois, rappelez-vous que l'on est loin de connaître le monde marin comme notre poche. Très important, les satellites aident à la délimitation de ce que l'on appelle la ligne de base, c'est-à-dire la ligne à partir de laquelle vont se baser les frontières maritimes d'un pays. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette notion juridique, je vous renvoie au premier épisode que j'ai réalisé sur ma chaîne. Mais on est loin d'être au bout, les relevés satellites permettent d'estimer l'épaisseur des glaces et de la banquise, la teneur en humidité des sols, ou encore la thermographie, c'est-à-dire la température de surface des eaux, ce qui nous aide à prévoir la météo, et qui nous donne une meilleure compréhension du mouvement des océans. Ils permettent aussi d'analyser la présence du plancton grâce à la couleur de l'eau, ce qui est utile pour aiguiller les pêcheurs en mer. Et ils permettent même de calculer la hauteur de l'eau, car en fonction des marées, des ouragans ou bien d'autres phénomènes naturels, il se peut que l'eau soit plus haute de quelques centimètres à certains endroits. Ça permet de mieux comprendre les courants marins qui en résultent, et les armateurs sont friands de ce genre de données chiffrées, car grâce à elles, on peut prévoir l'itinéraire le plus optimal pour consommer moins de carburant et faire en sorte que le trajet soit le plus court possible. De par leur fonction de surveillance, les satellites permettent également de débusquer les marins qui pratiquent la pêche illégale, les pirates qui prennent d'assaut des navires marchands, ou encore de repérer les navires qui contribuent à la pollution maritime, notamment avec le dégazage illégal. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les données satellites sont encore plus précises quand elles sont recoupées avec les données des analyses qui sont faites directement dans les océans, notamment à l'aide de balises. Actuellement, on en recense environ 3918 qui sont actuellement dans les eaux du globe et qui enregistrent tout plein de types de données, notamment la température ou la salinité, et qui renvoient tout ça directement par satellite. C'est quand même assez dingue. Que ce soit dans les abysses ou dans l'espace, on remarque clairement que le corps humain n'est pas fait pour y vivre. En plus de l'impossibilité de respirer, de résister aux températures, à la pression et au rayonnement du soleil, l'homme se développe sur Terre en partie grâce à la verticalité liée à la gravité qui est perçue par notre oreille interne. Autant de difficultés qu'il faut pouvoir surmonter. D'un point de vue technique, c'est intéressant de voir que l'exploration spatiale et sous-marine s'inspirent l'une de l'autre. Le support vie d'une station spatiale ressemble fortement à celle d'un sous-marin. Les ressemblances vont jusque dans les combinaisons, les sas obligatoires, ou encore la gestion d'équipe en espace confiné. Et puisque l'on parle d'exploration, il est important de se poser la question de savoir à qui appartiennent ces espaces d'un point de vue juridique, et comment on légifère sur ces milieux. Là encore, pour la partie concernant la haute mer, je vous renvoie vers le premier épisode de ma chaîne. Afin de répondre aux besoins de l'homme, l'ONU prône ce qu'elle appelle la croissance bleue, c'est-à-dire une croissance liée aux ressources maritimes en développant 5 piliers. L'aquaculture, les énergies marines renouvelables ou encore les biotechnologies marines, c'est-à-dire le fait de trouver des solutions pour les cosmétiques, l'agroalimentaire, l'énergie ou encore la pharmacologie en utilisant des ressources maritimes, notamment les algues et les microalgues. La croissance bleue se base aussi sur l'exploitation de certains minerais présents au fond des mers, ainsi que sur le développement du tourisme littoral et côtier, où vivent 60% de la population mondiale. Les experts annoncent que le 21e siècle sera un siècle profondément maritime. Alors j'imagine que l'on peut s'attendre à de nouveaux événements inédits, comme on a pu en avoir avec les retours de Thomas Pesquet chaque jour depuis l'espace, ou encore comme le buzz provoqué par SpaceX et la mise en orbite d'une voiture dans l'espace ces derniers jours. Bref, pour continuer d'explorer, cela va nous demander de garder une vision long terme, de former des personnes, d'investir pour créer de l'innovation, de conserver un esprit d'aventure et notre volonté de réaliser nos rêves les plus fous. Bon, c'est moins ouf que d'aller dans l'espace, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, je poste des photos très régulièrement. À présent, je vous laisse la tête dans les étoiles et je vous dis à très vite mes petits aventuriers.